Bonjour à toutes que vous nous entendez. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Alors si vous pouvez valider dans le chat, parfait, c'est génial. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux, c'est super, on est ravis. Salut Raphaël, bon, je suis content de faire ce webinaire avec toi. On en avait déjà fait un il y a 1 an et demi et c'est vrai qu'on s'était dit: «Tiens, il faudra qu'on remette ça» et je suis ravi de le refaire, avant de partir en congé en plus, donc c'est super. On va se laisser, je pense, 2-3 minutes le temps que les gens, arrivent et généralement, je vous demande où vous êtes géographiquement, mais on va changer un peu de format. Je vais vous demander de me dire où est-ce que vous partez en vacances. Ça va commencer à nous projeter un peu. Ça va nous faire du bien. Donc moi, je pars en Corse, par exemple, la semaine prochaine. Non, dans 2 jours. Donc je suis trop content. C'est la première fois que j'y vais et ensuite, je file en Ardèche, voilà. Je sais pas ce que tu fais, Raphaël? Moi, ça va être Normandie, donc plutôt du côté de Caen pendant une petite semaine et ensuite un retour dans le Var pour des vacances, très champêtres, on va dire. Donc une petite doublette, nord et sud, quoi. C'est bien, ça va te permettre d'avoir la moyenne des 2. Ça te fera un climat tempéré. En toute logique, ouais. En toute logique, oui. Donc et sinon, alors qu'est-ce qu'il y a? Portugal, Cap Ferré, ça c'est sympa. Italie, ça c'est vraiment trop cool. Italie du Nord ou Italie du Sud? C'est pas la même ambiance non plus, hein. Nord, lac de Côme, tout ça, ça c'est vraiment canon. Ouais. Bali, trop cool, ça me fait rêver. Dordogne, ça c'est le plus beau département de Dordogne, France. c'est vraiment top, ouais. Ouais, c'est ouf. Moi j'adore aussi. J'avais Bretagne fait aussi. un truc en kayak là-bas, j'avais adoré. Moi aussi, j'ai fait sur la Dordogne en partant de Ah Corrèze et bah, ouais. ouais, mais je pense qu'on a fait le même, le Safarad là de 1 semaine et demie. Alors non, j'ai Ouais, pas fait je autant parce crois. qu'on était en famille avec mes petits-neveux et nièces, mais on avait Ouais, fait 2 jours, je crois et 2 jours. c'était vraiment chouette. Mais 1 semaine et demie, j'avoue, ça doit être sympa. Non, il y a des belles destinations là, Finistère Nord, je connais pas bien Finistère Nord. Ça doit être c'est quoi? C'est, Kersain, tout ça, ces coins-là, non, j'imagine? Il doit y avoir des bons homards là-bas et des Ouais, bons bars aussi, je pense. Bon, bah, c'est bien, on voit que vous allez pas vous ennuyer, c'est important, c'est important de ouais. déconnecter. Et moi, j'en ai avoir besoin, je suis très content de la Réunion. Oh là là. Bon, allez, on va arrêter de poser la Ouais, question on va parce que arrêter, parce que là, ça ça commence à rendre jaloux. exactement, en tout cas, je suis ravi pour vous et de bien en profiter, c'est chouette. Donc, bah, merci en tout cas pour votre, présence. Vous êtes déjà très nombreux, donc on va pouvoir démarrer. Je sais plus si on avait prévu 45 minutes ou 1 heure, mais bon, on pourra déborder de toute façon, si c'est 45 minutes, on pourra faire un petit peu plus. L'idée, c'est surtout avec Raphaël, donc on va vous partager, le sujet du jour. Vous avez le chat sur le côté. N'hésitez pas à intervenir pendant le webinaire. En fait, l'idée, c'est qu'on réponde potentiellement au fur et à mesure aux questions que vous posez. Si en fonction du temps qu'on a, il restera sans doute, peut-être que parfois on devra accélérer, donc on gardera sans doute des questions pour la fin aussi, ou peut-être des questions si, voilà, on a trop avancé dans le propos et que c'est une question antérieure au propos qu'on vient de citer. À ce moment-là, on reviendra dessus à la fin, quoi qu'il en soit. Mais l'idée, c'est qu'hésitez pas également à évidemment à vous nous donner vos inputs aussi. On n'a pas la science infuse, hein. Nous, on a notre vision, dans notre, avec notre petite, nos petites ornières là, mais n'hésitez pas en tout cas à nous challenger, on sera ravis de pouvoir, répondre à vos interventions également. Le programme du jour, donc c'était déjà, mis dans l'invitation, mais donc l'enjeu c'est quoi? C'est de, bah, vous donner un peu notre vision de ce que c'est qu'une skills-based organization, avec à la fois donc, bah, ses atouts, ses points de vigilance aussi, vous faire prendre du recul par rapport aussi à ce qu'on peut, comment on peut améliorer ça également, et puis, bah, comment aussi derrière opérationnaliser tout ça parce que c'est pas le tout de mettre en place une police, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en mouvement l'organisation à travers, les diagnostics qu'on peut faire suite à ce type de démarche. Et puis donc sur le sujet, évidemment, on est aussi retour de, bah, vos expériences, si vous l'avez déjà fait dans vos organisations. Ce serait évidemment intéressant pour nous améliorer, mais aussi pour les personnes participantes. Raphaël, je te laisse d'abord te Ouais. présenter, je me présenterai ensuite. Alors, beh, enchanté, moi je suis Raphaël, donc je suis l'un des cofondateurs de Zola. Nous, Zola, qu'est-ce qu'on fait? On est un logiciel de gestion de talent, qui s'adresse aux organisations entre 50 et 5 000 collaborateurs et on va venir déployer donc différents modules,
de notre logiciel pour gérer, par exemple, les exercices d'entretien, l'exercice de gestion de compétences, d'où le sujet du jour, mais aussi tous les objectifs liés, enfin toutes les dimensions, pardon, liées à la formation, à l'évolution, au parcours de carrière, pour créer en fait une approche dans notre logiciel plutôt holistique de la gestion du parcours de carrière du collaborateur. Hem et pour la petite histoire, moi, je suis un ancien consultant en recrutement, donc j'ai fait mes armes chez Robert Walters. Donc j'ai commencé consultant, puis consultant senior, puis manager. Et c'est là-bas où justement, au-delà du recrutement, j'ai découvert toute cette dimension de mobilité, tous ces sujets liés à la compétence, en fait, à la complexité de faire vivre les talents plutôt que, uniquement aller les chercher à l'extérieur. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'envie de fédérer une équipe autour de cette vision-là, de comment, enfin, autour de cette question-là plutôt que je me posais, c'est comment créer des systèmes intelligents, robustes et agiles autour de la gestion de carrière. Super, en tout cas bravo, parce que c'est un beau succès, Zola, donc bravo à toi. Merci. En tout cas, j'ai entendu que des choses positives, donc pourvu que ça dure. Et donc bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Arthur Philippe, je suis, donc CEO de Jobmaker, je suis psychologue du travail de formation. Ça fera bientôt, ouais, plus de 15 ans maintenant que je travaille dans l'écosystème RH. J'ai démarré dans des startups qui ont pas mal, enfin, j'ai fait pas mal de startups à succès comme, Assess First ou Hello Work, par exemple. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Ah, ce serait peut-être bien aussi de prendre ma chance» et donc j'ai pris la direction de Jobmaker il y a 4 ans. Jobmaker qui a été créé en 2015, donc je suis la deuxième génération de dirigeants, on va dire. Et historiquement, Genmaker, c'est en fait, ça a été créé par des coachs de carrière qui, ont eu la volonté de pouvoir démocratiser l'accès au coaching de carrière dans les organisations en développant une offre 100 digitale. Partant du constat, hein, qu'en fait, on ne peut pas proposer un coach par collaborateur pour des questions budgétaires et donc la question de fond, c'est comment arriver à démocratiser le coaching de carrière dans les organisations pour faire en sorte que les collaborateurs soient véritablement offreurs de compétences, lors des entretiens RH, qu'ils soient véritablement capitaines de leur carrière. Souvent, c'est ce qu'on leur demande, hein: «Soyez acteur de votre carrière, capitaine de votre carrière». Donc c'est très bien, mais maintenant, comment est-ce que d'un point de vue opérationnel, on peut décliner à l'échelle cette vision et que chaque collaborateur puisse se sentir concerné par ce message? Et donc notre dispositif permet, grâce à une solution digitale, de le rendre accessible à toutes et tous, de prendre du recul sur leur trajectoire, donc identifier les moments, saillants de leur carrière, quelles sont leurs compétences clés, les forces qu'ils veulent mettre en avant, leurs priorités du moment pour ensuite proposer, enfin préparer leur prochaine étape, professionnelle, identifier les métiers de demain, les compétences, à développer pour rester compétitif sur le marché de l'emploi, ça va être le sujet d'aujourd'hui et puis comment se présenter de manière percutante, donc travailler son pitch. Un entretien de mobilité, ça se réussit au même titre qu'un entretien de recrutement et donc on peut avoir le bénéfice de l'antériorité, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sûr de réussir son entretien, donc ça se prépare. Donc voilà la vision de Jamaica et c'est vrai qu'avec, avec Raphaël, on s'est souvent dit qu'on avait quand même des synergies communes et qu'on avait, ben, intérêt à vous partager nos visions qui sont, vraiment comme les 2 pièces d'un puzzle, hein, qui peuvent parfaitement, s'imbriquer dans un dispositif complet, à la fois de diagnostic et d'accompagnement, dans les organisations. Donc je te laisse la main, Raphaël. Ouais, carrément. Et donc l'idée, c'est de vous donner un peu de contexte sur effectivement la vision qu'on partage avec Arthur qu'est-ce qu'on appelle une skills-based, organization. Hem, Nous, comment on l'a défini pour vous donner un peu la définition, basique, c'est que c'est une organisation qui va prendre des décisions RH à partir des compétences réelles des collaborateurs et pas uniquement basées sur les éléments un peu classiques, qu'on va retrouver, donc le diplôme, son antériorité, dans une autre structure et cetera, mais vraiment orienté du coup sur la compétence du collaborateur. Donc je mets un petit disclaimer là-dessus, parce qu'on va comparer un peu le modèle classique qu'on connaît de la gestion de compétences avec ce modèle de skills-based organization. Ça ne veut pas dire que le modèle classique n'est pas bon. Ça, je trouve que c'est important quand même de le préciser. Le modèle classique est un bon pied à l'étrier, grâce à qui on va pouvoir aller vers le second modèle. Parce que typiquement, le modèle classique, c'est quoi? C'est le modèle où on va se centrer justement sur la fiche de poste, la fiche de fonction, avec une organisation qui est liée à l'organigramme, avec des parcours qui sont complètement prédéfinis. Donc, je suis commercial junior, j'ai ces compétences. Si je développe ces compétences, je peux passer commercial senior. Et si je passe commercial senior, alors je peux passer
leader d'une équipe commerciale, par exemple. Donc en gros, ça nous crée un peu une logique dans ce modèle classique de mobilité qui va être très linéaire, donc une projection qui va être très, oui, ça au final, très linéaire pour le collaborateur. Je sais ce qui m'attend dans les prochaines années et voilà les compétences que je dois développer. La skills-based organization, elle est un peu différente parce qu'il y a effectivement cette notion de poste, hein, ça c'est contractuel dans tous les cas, mais la différence, c'est que les décisions vont être prises plutôt au niveau des compétences que le collaborateur a. Parce qu'en fait, le collaborateur ne veut pas être juste le reflet de la fiche de poste qu'on lui demande. Il va avoir tout un lot de compétences qu'il a hérité du passé, qu'il a développé en parallèle de sa carrière, etc. L'idée, c'est de pouvoir identifier ces éléments-là plus tôt dans le processus pour pouvoir justement co-construire la trajectoire avec le collaborateur et le manager. Parce que dans l'idée, un collaborateur qui est très bon je vais reprendre l'exemple d'un commercial, qui est très bon en vente, peut-être qu'en parallèle, il s'intéresse beaucoup comment dire, toutes les mécaniques marketing ou typiquement avec l'explosion des outils qu'on a sur le monde commercial, peut-être qu'il va devenir très très bon sur les outils. Mais en fait, peut-être que sa trajectoire, pour qu'il reste dans la société, qu'il s'épanouisse dans la société, mais qu'aussi il apporte plus de valeur dans la société, c'est peut-être de développer un nouveau poste pour lui, ou peut-être de le faire changer d'équipe, et donc d'avoir cette mécanique en fait un petit peu de compétences transverses dans l'organisation qui nous permettent d'identifier des talents en développement sur des sujets sur lesquels l'entreprise n'a pas forcément euh, misé ou prévu de faire développer le collaborateur. Et donc, est-ce que la Skills Business Organization, c'est l'avenir? Ça, c'est un peu la grande question. Nous, on a décidé de le prendre sous le prisme qu'on connaît tous, c'est ce prisme de l'obsolescence des compétences. Et qu'en fait, on voit revenir un peu sur le devant de la scène, d'autant plus avec l'intelligence artificielle qui se développe, etc., le sujet de la compétence qui est mouvante. Et donc, effectivement, si on se cantonne à nos fiches de poste, nos référentiels de compétences très figés, etc., le problème auquel on peut être confronté, c'est qu'un an ou deux après, eh bien, les compétences, en fait, elles ont évolué. Elles sont plus les mêmes, elles veulent plus dire la même chose, ou du moins pour apporter de la valeur sur la fonction X ou la fonction Y, ben, on a besoin de nouvelles compétences. Et donc, l'idée, c'est que, donc là, on a la stat, hein, 60% des métiers comporteront au moins 30% de tâches différentes d'ici 2030. Donc, ça, c'est McKinsey, le cabinet de conseil, qui nous le dit. Il va y avoir une transformation, elle s'opère déjà un petit peu. Et donc, ce modèle vraiment figé et basé sur des référentiels, malheureusement, il ne permet pas une vélocité d'action, il ne permet pas de transformer l'organisation rapidement. Et en termes d'efficacité opérationnelle, le fait de prendre cette mouvance-là, d'ouvrir le spectre de la compétence au-delà de la fiche de poste, et donc de se questionner autour du sujet de la compétence, et donc de baser en fait son organisation et sa structure autour de la compétence, bah, selon Deloitte, donc là on a repris de la stat, elles augmentent leurs chances de façon extrêmement significative, donc elles doublent leurs chances carrément, de placer les bonnes personnes sur les bons projets en interne. Donc c'est en fait ce qui va nous permettre d'avoir un visu plus large pour booster la mobilité, booster l'engagement et d'avoir aussi les bonnes personnes au bon endroit. Et ce qui est un enjeu euh, qui est hyper présent aujourd'hui. Et donc, cette approche, nous, on la voit de façon plutôt gagnant-gagnant, parce que pour l'entreprise, ça va ouvrir plus d'agilité, plus de mobilité interne. Donc, plus de mobilité interne dit et induit plus de performance et de fidélisation. Donc, il y a des entreprises qui sont assez rôle modèle là-dessus. Moi, je pense à L'Oréal, hein, qui a une force de frappe assez grosse en termes de gestion de talent, qui propose en fait vraiment des parcours personnalisés à ses collaborateurs. Après, chaque société fait aussi en fonction de ses possibilités, mais toutes les sociétés sont soumises à des transformations plus ou moins majeures. Et le fait pour l'entreprise de proposer cette mobilité qui est alignée avec les compétences et les capacités et les envies aussi, les appétences des collaborateurs entraîne de la performance et de la fidélisation et donc un ROI financier non négligeable. Au niveau des RH, c'est un peu un métier, une façon de voir qui se transforme aussi. Donc, c'est avoir un pilotage plus stratégique des talents, avoir une gestion de carrière beaucoup plus fine, avoir de la visibilité sur les besoins qui est plus fine et donc une meilleure GEPP, même si ce terme,
encore une fois, s'ajuste en fonction des contextes d'entreprise. Et pour le collaborateur, bien évidemment, tous comment dire? Les retombées un peu de cette posture RH, et de cette posture d'entreprise qui met le collaborateur au centre, c'est plus d'autonomie, plus de reconnaissance et aussi une trajectoire et c'est surtout ça le point, à mes yeux, hein, donc là je parle vraiment en mon nom, que je trouve important, c'est de pouvoir dire à une personne: «Tu es fort là-dedans, tu as des compétences et des appétences là-dedans, l'entreprise va t'aider en fait à déployer tout ça dans l'organisation, bah, forcément les personnes se sentent beaucoup plus impliquées dans le projet d'entreprise et ça on le voit, sur le terrain. Ces évolutions-là basées sur de la compétence qui est pas forcément liée directement au poste, donnent un sentiment d'évolution aussi plus grand et ça permet aussi de créer, d'autres chemins pour les collaborateurs. Là, on le sait, hein, il y a on l'a encore dans pas mal d'entreprises. Le chemin d'évolution, c'est finir manager. Là, quand j'ai fait mon petit exemple avant commercial junior, commercial senior, team lead, ça, c'est le parcours qu'on retrouve un peu. L'approche de la skills-based organization, elle permet aussi à des personnes de prendre des trajectoires d'experts plutôt que la sacro-sainte trajectoire de manager qui, en fait, ne fait plus rêver tout le monde et ne fait pas rêver tout le monde. Voilà pour l'introduction. Je te passe la main, Arthur, pour Merci la suite. Raphaël. Et donc, bah, quand on écoute ce que dit Raphaël, c'est vrai qu'on peut se dire qu'à ce stade, finalement, pour passer pour que les RH puissent, optimiser tout ce qui a été mis en œuvre, la bonne idée, ça va être de cartographier les compétences et de proposer ensuite un matching par rapport à des métiers, donnés ou des formations données. Alors évidemment, c'est la suite logique et c'est intéressant, mais justement là où peut-être j'apporterai un peu de nuance sur cette vision, Heu, c'est que notamment, bah, il y a des pièges qu'il faudrait éviter, dont certains, tu as déjà parlé, Raphaël, hein, mais notamment donc quand on dit la temporalité, c'est quoi? Heu, Bah, effectivement, quand on analyse les compétences d'une organisation, on a une photographie à l'instant T, de son organisation, mais on sait et c'est factuel avec l'émergence des nouvelles technologies, bah, on parle beaucoup d'IA en ce moment et c'est le gros sujet de transformation à venir, des organisations, enfin présent et à venir. Et donc on sait qu'il y a une bonne partie des compétences actuelles qui vont être obsolètes, dans les prochains mois, prochaines années même, et nous sommes nous-mêmes concernés par ça, hein. Je m'affranchis pas de cette réalité. Et donc la question de fond, c'est de se dire finalement faire un matching sur des compétences qui seront obsolètes, assez rapidement, à quoi ça sert? Et donc la bonne question, c'est de se dire, bah, comment arriver à avoir une vision plus, justement, héroïste? Parce que vu le travail que ça demande et c'est vrai que ça demande énormément d'ingénierie, ça demande du temps. Alors évidemment, selon la taille des organisations, ça demande aussi le concours des collaborateurs pour qu'ils jouent le jeu. Il faut évidemment que derrière, ils aient une réponse face aux enjeux qui sont devant eux. Et donc nous, ce qu'on se dit, chez Jobmaker, c'est que ça va être aussi intéressant d'aller interroger les appétences des collaborateurs. C'est-à-dire que, d'un côté, OK, on sait ce qu'on peut faire à travers les compétences qu'on a, mais ça ne traduit pas non plus ce qu'on veut faire, de la suite de notre carrière. Et dans un environnement où tout est amené à être challengé, forcément, la question des appétences va être de plus en plus importante. Si je prends un exemple concret de je sais pas, qui bosse, en comptabilité aujourd'hui, même vous RH, hein, franchement, il y a des tas de missions de votre fiche de poste que très rapidement vous allez pouvoir déléguer, on va dire à la machine d'une certaine façon. Tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est, parfois d'ordre juridique aussi, au-delà de le déléguer, en tout cas, vous allez gagner énormément de temps sur ces étapes-là, sur ces tâches-là et donc ce temps va être, dégagé au bénéfice d'autres compétences à développer et donc ça va être intéressant pour vous aussi d'aller interroger vos appétences. Donc c'est là où JobMaker évidemment, est un atout pour pouvoir faire face à cet enjeu puisque c'est vraiment ce qu'on va chercher à aller, ce qu'on va chercher chez le collaborateur, pour qu'il puisse se projeter aussi dans vos organisations. Parfois en dehors de vos organisations aussi, n'ayons pas peur des mots, ça peut vous rendre service quelque part et puis, bah, s'ils veulent se projeter en dehors, si vous savez ce qu'ils veulent faire, vous aurez davantage de clés pour pouvoir les fidéliser aussi et dire: «Ah mais tu veux faire ça demain? Bah, attends, tu es pas au courant, mais il y a une mission ou il y a un job ou une BU qui va s'ouvrir et peut-être que ça pourrait te permettre de t'exprimer dans cette entité». Donc c'est vraiment aussi d'aller interroger ça. Après quand on parle de potentiel, moi en fait, je trouve que quelque part, j'aimerais qu'on parle davantage de référentiel de potentiel que de référentiel de compétences. Comme on l'a dit, hein, donc les compétences, c'est une réalité très éphémère, au fond.
Alors que le potentiel, c'est vraiment le futur, de et enfin, comment est-ce qu'on traduit le potentiel en soi? Enfin, moi, j'ai une définition qui je sais pas si je l'ai lu quelque part ou si je me la suis appropriée, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est qui me paraît assez juste. C'est la capacité d'un individu à intégrer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans un environnement en pleine transformation. Et c'est la vélocité avec laquelle il va acquérir ces nouvelles compétences. C'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui met 3 ans à intégrer de nouvelles compétences que quelqu'un qui met, 3 mois. Et donc forcément, le potentiel, c'est sa capacité, sa flexibilité dans un environnement en mutation à pouvoir être agile face au changement. Et donc aller analyser le potentiel de vos collaborateurs va vous permettre aussi davantage de vous projeter sur les défis de demain. Parce que forcément, si on sait qu'on a une agilité plus importante à intégrer de nouvelles compétences, et ben, on aura des collaborateurs qui seront plus, agiles pour pouvoir, pivoter dans leur carrière si nécessaire et aller, vers de nouveaux défis. Et donc, et pour ça, en fait, quelle est l'option pour pouvoir mettre en place, enrichir votre référentiel de compétences avec le potentiel? Ça va être évidemment l'analyse des soft skills, à travers donc il y a des outils pour permettre de mesure, hein, personnalité, motivation, aptitude notamment, mais qui peuvent venir compléter aussi votre dispositif et projeter l'organisation vers un futur. Et je pense que tout l'enjeu, c'est là. Si on considère que, vos collaborateurs, c'est le premier capital de votre organisation, que c'est eux qui vont pouvoir justement, faire évoluer votre organisation, en lien avec les défis de demain, c'est important de comprendre comment est-ce que ce potentiel est constitué pour savoir, comment recruter le cas échéant et comment, former les collaborateurs vers les nouveaux défis, les nouveaux métiers. Et donc ça, c'est vraiment une notion importante, sur laquelle il faut insister parce qu'on a trop tendance à avoir une vision un peu figée des choses et d'ailleurs très souvent, je pense on reviendra dessus après, mais du coup, à la fin, quand on a fait ça, si on n'a pas cette piste-là de réflexion, on peut rester un peu au milieu du quai sans trop savoir quelle direction prendre. Et donc ça va être c'est vraiment une notion importante. Et en effet, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on construit ça, justement? Comment on construit ce modèle? Comment on transforme ce modèle? Et justement, j'utilise le mot «transformer» parce que c'est une vraie transformation. Passer sous ce modèle-là, ça nécessite de mettre, l'ensemble des parties prenantes au diapason sur le sujet. Donc, quand je dis ensemble des parties prenantes, on va parler évidemment de la direction générale, la direction RH, de toute la population manager, parce que c'est une, démarche dans laquelle il faut embarquer le management. On le voit, hein, pour que ce genre de démarche soit saisie, que les termes soient compris et veulent dire la même chose pour tout le monde, ça nécessite vraiment d'embarquer, aussi nos managers et d'embarquer les collaborateurs. Parce que c'est un deal aussi qu'on passe avec eux au final, et c'est un comment dire? C'est un projet qui met un peu de temps, à se lancer. Donc, je voulais mettre ce disclaimer parce que encore une fois, on n'est pas là pour sonner la cloche et appeler les pompiers et dire qu'il faut faire ça demain. C'est des démarches qui s'initient petit à petit. Donc typiquement, pour vous expliquer un peu les différentes étapes, il y en a 4, hein, des grandes étapes. Moi, je vais vous présenter les 2 premières parce que c'est là où Zola officie. C'est que typiquement, nous, notre job, c'est d'accompagner les entreprises à poser, Raf le socle Raphaël, une de cette démarche. Raphaël, Oui, rapidement, excuse-moi de te couper, il y a une question d'Aurélie dans le chat qui est dans le prolongement de ton propos, c'est pour ça que je me permets de ouais, t'interrompre, qui demande, combien de temps ouais, on estime justement, par rapport à ça? ouais. Mais pour notre ici, c'est vraiment difficile à dire parce qu'on a déjà pu voir des transformations dans ce sens-là, qui se sont opérées en 1 année et demie, 2 ans dans des sociétés, moi je pense à une boîte en particulier, dans l'expertise comptable, donc c'est un gros cabinet d'un peu plus de 2 500 personnes, où cette transformation s'est opérée face aux mutations justement des métiers et cetera. Donc ça a été une, une transformation, j'ai pas envie de dire forcée, parce qu'ils auraient pu ne pas le faire ou mettre du temps à le faire, mais ça a été important pour eux de le faire vite. Et donc en 1 an et demi, on avait effectivement tout un socle qui était posé, donc des référentiels, des identifications, plus précises au-delà de la compétence hard skills, soft skills, mais vraiment sur toute la dimension appétence, compétences transverses et cetera, qui étaient installées. On l'a vu aussi dans certains projets, cette action-là se mettre en place, en 2 ou 3 ans sans aucun outil et donc la transition pour l'opérationnaliser, donc il y a eu beaucoup de travail de réflexion en amont,
C'est à nouveau dans un cabinet d'expertise comptable, à croire qu'on travaille qu'avec des cabinets d'expertise comptable, mais ils vivent une mutation assez profonde avec la facture électronique, donc c'est des sujets sur lesquels ils sont très attentifs, donc et challengés, merci Arthur. Donc eux, ouais, pendant 2 ans ou 2 ans et demi en chambre, ils ont travaillé en fait à ce sujet d'identification des transformations à venir et on a déployé tout ça en l'espace de même pas 4 mois, 5 mois dans un outil, pour embarquer justement les managers, dans l'outil Zola pour embarquer les managers, pour rendre la démarche lisible par les collaborateurs et cetera. Donc Mmh. j'ai envie de dire le temps c'est, hem, enfin ouais, j'ai pas de réponse toute faite. Je sais pas Arthur si tu es plus précis que moi, mais, Je mmh, enfin, ouais. c'est très compliqué à dire parce qu'évidemment d'une organisation à l'autre, puis ça dépend de la taille de l'organisation, enfin évidemment c'est un peu une réponse de normand, mais en fait, je pense que, en tout cas, ce qui est important, si on veut embarquer les gens, c'est d'expliquer la finalité. Mmh. Parce qu'en fait, Ouais. parfois on nous demande, enfin moi je on a tous vu ça, hein, on demande, aux collaborateurs de remplir ça et puis alors si on l'explique pas pourquoi, ça va être envoyé qu'en grec, puis alors ça va être, «Ah ils nous ont avec leur truc là, c'est fait 20 fois que je fais la même chose». Donc déjà, il faut donner la finalité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel va être le bénéfice pour le collaborateur? Pour qu'ils puissent aussi s'engager dans la démarche et en fait, c'est aussi un truc tout bête, mais prenez pas des outils usine à gaz, quoi. Mmh. Heu, faut l'UX en fait, parfois, alors il y a des outils qui vont vous proposer de tout faire, alors avec, alors on a un dashboard incroyable Mmh. derrière, mais in fine, si déjà on va pas se servir de toutes les données, donc il y en a plein de données, alors peut-être qu'on les a, mais on s'en servira pas, donc pourquoi faire? Et 2, fixez-vous 2-3 KPI, enfin 2-3 données Mmh. essentielles pour vous et mettez le focus là-dessus. Et pour le reste, quitte à sacrifier des données que vous pourrez de toute façon, vous saurez pas comment les exploiter. Donc mettez le focus sur ce qui vous paraît essentiel, expliquez la finalité auprès des collaborateurs et leurs bénéfices personnels pour pouvoir, le faire et puis que les managers et pour les managers aussi, parce qu'évidemment, ça va être votre relais opérationnel pour Mmh. pouvoir mettre ça en place. Mmh. Et franchement, ouais, on voit des gros mastodontes, enfin je veux pas j'en citerai pas par, souci de politesse, mais franchement, il y a des usines à gaz parfois, faut éviter quoi, Mmh. ça c'est clair. Et peut-être pour préciser, le propos Aurélie, hem, je pense que ce projet-là, faut pas le voir non plus comme un projet, 0 à 10 tout de suite. C'est Mmh, pas, on part de 0 et dans 2 ans, la machine est bien huilée, la machine est fonctionnelle. C'est un projet où on peut aussi, livrer des petites briques, petit à petit et en fait faire évoluer l'organisation, autour de cette logique en construisant. Donc ça c'est des éléments qu'on fait plutôt avec nos clients qui ont entre 500, 700, 800 salariés. Hem, on travaille en gros, d'abord sur un référentiel V1 qui est un référentiel très, très bateau, hard skills, soft skills, mais pour faire comprendre aux managers l'intérêt d'évaluer les compétences. Puis 6 mois après, on fait un peu évoluer ce référentiel avec la notion d'appétence. Puis 6 mois après, on fait évoluer le référentiel avec la notion, de comment dire? De comportement, de potentiel ou, de compétences transverses nouvelles identifiées pour le métier. Mais faut pas le voir comme un monolithe, sur lequel on va travailler tous les jours, et autres, mais effectivement comme quelque chose un peu de continu. C'est un peu une trame de fond. Il faut avoir une vision qui porte cette trame de fond, comme toutes les transfos, et c'est ce qu'Arthur a très bien expliqué. On part vraiment d'une base de se dire: «On a envie d'aller vers ça». OK, étape 1, donc on fait plutôt du 0 à 1 plutôt que du 0 à 10. Étape 1, c'est on pose un référentiel déjà, le référentiel dont on parlait juste avant, hein, le basico-basique. Je pars de mon modèle classique. Mon modèle classique avec les fiches ROM et cetera et les outils d'IA qu'il y a sur le web que nous on propose aussi d'ailleurs, on peut sortir des référentiels un peu bateaux en 3 semaines, 1 mois et les faire valider. Commençons par là et ensuite avançons petit à petit, et ouais et merci Ingrid de préciser ça aussi, avec les besoins du business. En fait, c'est quelque chose qui est vivant et il faut le voir comme quelque chose de vivant et plus ce référentiel un peu figé, qu'on pousse et où l'objectif, c'est juste de savoir est-ce qu'il fait le job, le collaborateur, ou est-ce qu'il fait pas le job. Ça, c'est le job de la performance de le reconnaître, là où la compétence, son job, c'est plutôt d'identifier les personnes qui feront le futur de l'entreprise ou qui feront grandir, l'entreprise lors de certaines transformations, mutations du marché qu'elle pourra connaître. exactement. Et donc en effet, dans la construction, c'est
enfin, c'est aussi ça la portée du message qu'on voulait vous ramener aujourd'hui. Évidemment, moi, je vais prêcher pour ma paroisse puisque c'est mon métier de poser des systèmes, qui vont gérer les entretiens, les référentiels de compétences, les people review et cetera. Ça, c'est vraiment le socle. Tous ces rituels-là, en fait, ça va être vos outils pour déployer, une skills based organization. Donc ça va être vraiment le socle au final. Ça se fait aussi sans outils, hein. Il y a, je suis pas là pour vendre ma boutique, mais, les outils, l'avantage, c'est qu'ils vont faciliter, l'embarquement, on va dire, des managers et des collaborateurs parce qu'on leur enlève toutes les contraintes logistiques et cetera. Après, il n'y a pas que les outils comme Zola qui exécutent des systèmes qui peuvent être intéressants pour se forger une vision là-dessus. Je sais qu'on avait cité, sur l'assessment, par exemple, l'assess first, ça peut être un bon début de démarche, justement pour se rendre compte de, quelles sont les appétences, quelles sont les orientations de mes collaborateurs et cetera. Et après, évidemment, les outils peuvent se compiler, pour avoir un outil comme assess first, par exemple, qui crée de la connaissance, et un outil comme Zola, et qui forge une conviction, pardon, et un outil comme Zola qui va venir exécuter derrière le système RH qu'on imagine. Parce que le nerf de la guerre de tout ça, et Arthur le disait, c'est les données. C'est à quoi elles nous servent en fait? Qu'est-ce qu'on va, enfin, si on déploie en fait ces référentiels un peu vivants, si on met cette dimension d'appétence, si on met cette dimension de compétences transverses, si on va au-delà en fait de ce qui est demandé dans le métier, derrière, qu'est-ce que je cherche à analyser? En fait, c'est quoi ma vision, à moi en tant que DRH ou RRH? Bah, si ma vision, c'est identifier mes top talents, et identifier mes collaborateurs en décrochage. En fait, il y a un outil qui est génial qui s'appelle la People Review. Par contre, je le fais avec quelles données d'entrée? Et c'est là où on retombe justement dans ce fameux référentiel, et cetera. Est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est d'identifier mon portefeuille de compétences parce que je suis dans une logique de métier de conseil. Et ce qui va être important pour moi, c'est de savoir qui a quelles compétences pour pouvoir pousser le bon profil au bon client sur la bonne mission, pour éviter justement d'avoir des collaborateurs qui s'ennuient un petit peu. Si je suis dans l'industrie, bah, les compétences, il va y avoir une dimension hyper importante de compétences mixées avec les certifications, mixées avec les habilitations, etc. Qui est-ce que je peux envoyer sur quelle ligne de production? Si je suis dans le BTP, qui est-ce que je peux envoyer sur quel chantier? Mais aussi, qui est-ce que je peux faire évoluer sur une autre mission ou un autre job? Donc voilà, en fait, il y a le socle, puis il y a l'analyse, et c'est assez marrant parce qu'au final, l'analyse, elle doit être définie en amont. Et Arthur le disait, ça sert à rien de s'acheter un outil qui coûte 300 000 euros, qui va vous sortir 200 dashboards. Si vous, votre enjeu pour les 10 prochaines années, c'est d'identifier les top talents et d'identifier votre portefeuille de compétences, en fait, des outils SaaS un peu classiques comme nous, nos confrères concurrents, etc., peuvent largement suffire pour remplir ces objectifs-là. Donc ça, c'est assez important, en fait, de tout de suite se mettre dans une posture de ce projet-là est un projet de données. Donc, qu'est-ce que je veux avoir comme données? Ça me permet de poser mon socle et ça me permet de savoir comment je vais l'analyser et quelles actions, du coup, je vais pouvoir mener derrière. Et ça, je passe la main à Arthur pour l'opérationnalisation après avoir posé ces bases-là. Et c'est vrai que une fois qu'on a fait ça, j'ai envie de dire, c'est pas fromage ou dessert, on peut aussi, évidemment faire coexister les innovations et les rendre, vivantes aussi, Mm. ensemble, hein. Parce que c'est un travail continu, hein, je veux dire, c'est une perspective qu'on vous offre. C'est pas une vision, c'est pas un bouton magique qui à l'instant T va opérer une transformation. Donc c'est vrai que nous, même nos clients aujourd'hui, quand ils s'engagent avec Jobmaker, c'est aussi sur une vision d'entreprise, une vision plus globale et finalement, c'est aussi d'aller, peut-être, alors on dit, rendre le collaborateur acteur de sa carrière, c'est souvent un slogan qu'on entend, mais vraiment, en fait, pas simplement, via des slogans, mais comment est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, on fait en sorte que d'un point de vue opérationnel, les choses puissent s'opérer? Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille chez Jobmaker, c'est de se dire: «En fait, il faut que vos collaborateurs prennent conscience aussi, quelque part que leur carrière leur appartient». C'est-à-dire qu'avant de vous l'avoir recruté, votre boîte existait déjà et quand il partira, votre boîte, j'espère, continuera à exister. Et donc quelque part, le sujet de la carrière, c'est bien le sujet de l'individu, c'est pas le sujet de l'entreprise. Et donc et comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, on va pouvoir faire en sorte d'engager et de fidéliser les collaborateurs le temps nécessaire à une collaboration productive pour les 2 parties, in fine?
faut pas garder quelqu'un en désespoir de cause, même s'il a un potentiel important. S'il s'ennuie et qu'il ronronne dans son coin, ça sert à rien et inversement. Et donc l'idée, c'est de se dire comment maintenir l'engagement des collaborateurs, comment faire en sorte justement de pouvoir les aider à se développer professionnellement au sein de votre organisation, qui maintiennent leur compétitivité aussi, au sein de vos organisations. Et donc là, pour le coup, on a, des outils qui permettent aussi de prendre de la hauteur au-delà des compétences. Et on parlait tout à l'heure d'appétence, de projection de carrière, de comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on se projette dans un futur, à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors évidemment, plus on s'éloigne, plus c'est, aléatoire, mais en tout cas, ça permet quand même de donner une orientation et de voir si effectivement le collaborateur est bien en phase avec la vision de l'organisation. Et donc vous avez des outils obligatoires pour ça, qui sont les entretiens de carrière. Moi, je trouve ça génial que c'est devenu obligatoire. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, c'est pas parce que donc comment faire alors moi, je me souviens, j'en avais fait un une fois quand j'étais salarié à l'époque et on m'avait dit, bon, bah, on est d'accord, enfin, on m'avait donné un petit document pour que je me prépare en amont, un petit document Word. Bref, je me suis dit: «Bon, bah, très bien, je fais la chose sérieusement, c'est la première fois que ça m'arrive, donc autant jouer le jeu». Et puis l'entretien démarre et puis franchement, je m'entendais très bien avec le responsable de la boîte, c'était pas le sujet. Mais bon, lui, il avait une enfin, en tout cas, il avait pas forcément pris conscience de ça. En tout cas, il vivait ça vraiment comme une contrainte et donc il avait démarré l'entretien en disant: «Bon, ben, on est d'accord, c'est obligatoire». OK et donc ça avait killé tout le game. Là où moi je m'étais préparé justement à partager ma vision, finalement, OK, on aurait fait les choses de manière purement administrative et en fait, on est passé à côté de tout ce qu'on aurait pu, partager à ce moment-là. Donc c'est important de pouvoir, s'appuyer là-dessus, sur, tout ce qui est entretien RH au sens large obligatoire pour venir aussi justement, faire en sorte que, d'une contrainte, on en fasse une opportunité et que si ça a été quelque part si ça a été obligé dans la loi, c'est qu'il y a une raison aussi in fine que le législateur a pas fait ça juste pour vous embêter, mais c'est aussi parce qu'on est conscient des enjeux, de la transformation des métiers et que ça passe par l'entreprise aussi. Et donc, faites en sorte d'avoir des entretiens qui soient véritablement, nourris, aussi et qui soient, le fruit d'une réflexion profonde d'un collaborateur sur la façon dont il se projette. Donc ça passe par les entretiens de carrière, le coaching de carrière évidemment puisque c'est notre cheval de bataille, mais on n'est pas simplement sur coaching de carrière, finalement, c'est l'émanation de c'est la base de notre produit, mais in fine, ça va être intéressant dans les cas de mobilité interne, d'entretien de carrière ou professionnel. Et en fait, avec cette vision vraiment, de comment identifier les sources de motivation du collaborateur et ses facteurs d'engagement. Comment est-ce que, on sait qu'un collaborateur dans sa vie, et d'ailleurs vous, ça vous concerne du coup, moi ça me concerne aussi, Raphaël aussi, on Mmh, va connaître entre 7 et 12 carrières différentes. Alors, je dis ça évidemment, on est plutôt sur des populations assez agiles pour changer de métier, hein. On va dire les choses, mmh, faut être réaliste aussi, mais mmh, globalement, on va connaître entre 7 et 12 carrières différentes dans notre vie. Donc la réflexion de fond, c'est de se dire: «Bah, si c'est des gens sur lesquels je compte pour l'avenir de ma boîte, comment faire en sorte que ces différentes, étapes, il y en ait un maximum dans nos organisations?» Et donc comment, de manière horizontale ou verticale, faire évoluer les collaborateurs? Mais l'évolution, c'est pas forcément gagner en responsabilité, c'est aussi, acquérir et conquérir d'une certaine façon de nouvelles compétences. Et donc pour ça, ça nécessite évidemment une prise de hauteur de la part du collaborateur sur sa trajectoire de carrière. On parle beaucoup de quête de sens au travail, on voit quand même parfois on voit de plus en plus de collaborateurs qui, se posent des questions et à défaut de trouver des réponses, parfois partent en burn-out, par exemple. Donc la question, c'est comment prévenir de cette limite-là aussi. Parfois, c'est des gens qu'on n'attendait pas, on s'attendait pas, on n'avait pas vu les choses arriver et pourtant il y a plein de dispositifs préventifs par rapport à ça pour éviter de tomber dans cet écueil. Et donc, ça va être intéressant à la fois de prendre du recul et du coup de mettre en place des dispositifs d'accompagnement interne, heu, avec cette vision que, en fait, c'est plus l'organisation qui doit dire au collaborateur: «Tu dois faire ça demain». Mais c'est bien le collaborateur qui doit lui présenter son projet pro. Quand on est dans une logique top-down, on risque fortement, d'être complètement à côté de la plaque et de finalement penser à la place des gens. Et ça, en général, on croit bien faire en disant: «Bah, tiens, il était commercial, il a l'air, il performe, il est très fort, on va lui proposer un poste de manager commercial». Ça, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais on sait bien que c'est pas forcément, parce qu'on est meilleur commercial qu'on sera meilleur manager demain et pourtant, on a l'impression que c'est la seule issue possible pour pouvoir progresser. Et donc, il faut aussi avoir une réflexion un peu différente par rapport à l'évolution des métiers et des collaborateurs et que la nécess le je veux dire, on dit souvent: «Les meilleurs profs, c'était pas les meilleurs élèves», quoi.
Et je pense que c'est une réalité et donc se dire aussi finalement qu'est-ce que lui enfin, quelles sont les compétences et les qu'il devra mobiliser pour faire cette évolution et est-ce qu'il les a ou pas? Et donc ça va être, voilà, il faut avoir une vision plus globale et surtout partir de la réalité du collaborateur. Donc ça passe par l'accompagnement de carrière. Ça passe donc l'accompagnement de carrière, comment on peut le déployer derrière? Heu, donc le collaborateur au centre du dispositif, c'est lui qui est acteur de sa carrière. Donc il faut lui donner les outils pour permettre de devenir acteur de sa carrière, Job Maker ou d'autres outils. Heu, il faut que les managers soient aussi, créer la culture du mouvement dans leur organisation. Qu'ils fassent en sorte que quand on recrute quelqu'un à un instant T, il faut que 3 ans plus tard, il soit plus compétent que le jour où on l'a recruté. Sinon, il y a un problème. Soit la personne a des difficultés avec la nouvelle connaissance, soit le manager n'a pas suffisamment sollicité pour qu'il conquiert de nouvelles connaissances. Et donc il faut que le manager, d'une certaine façon, soit là aussi pour être un relais auprès des collaborateurs pour les inciter à développer leur employabilité. Parce que le fond du sujet, il est là. Mais vous, en tant qu'RH, c'est à vous aussi de créer le cadre favorable au développement des compétences, et au développement de carrière des collaborateurs. Et donc c'est ce triptyque qui doit s'opérer pour justement permettre, la mise en mouvement des collaborateurs. Alors idéalement en interne, si évidemment c'est des collaborateurs sur lesquels on s'appuie pour l'avenir. Mais si on se rend compte dans le parcours d'accompagnement que, bah, la meilleure issue pour lui, c'est de quitter l'organisation, ça peut s'organiser aussi. On peut aussi anticiper sur ça et l'accompagner, alors via des systèmes de placement, d'off-boarding et cetera. Mais, co on a toujours intérêt quand même à ce que ça se passe bien pour des raisons, bah, déjà humaines, hein, tout simplement. Basiquement, c'est plus facile quand on est amené à se séparer de quelqu'un et que c'est pas dans nos conditions. Et puis, bah, de aussi, enfin, on sait très bien que ça se passera, parfois les effets boomerang, hein. Les personnes, elles s'en vont parce qu'elles ont le sentiment de ne pas pouvoir évoluer, mais elles peuvent revenir, 5 ans, 10 ans plus tard avec, davantage de compétences et donc être des futurs talents aussi, même s'ils quittent l'organisation. On peut quand même considérer que c'est des futurs talents si on arrive à les animer. Mais enfin voilà, il y a plein de choses à penser comme ça. Mais en tout cas, vraiment notre vision, c'est partir de la réalité du collaborateur et de ce que lui, il veut faire vraiment. Ouais, en effet et du coup, nous bah, un petit peu même si on les a disséminés dans toutes Tu as les prises résumé, de parole qu'on vient de faire, un peu pour résumer les 3 grands 3 points. points, c'est que le point d'entrée, ça va être de pas sous-estimer la partie socle. Donc le point numéro 1 et numéro 2 de la mise en place, dont je vous parlais, c'est de pas sous-estimer tous les outils et quand je dis outils, je parle pas d'outils informatiques, je parle vraiment des outils type le référentiel de compétences, la trame d'entretien et cetera. Ne pas sous-estimer les outils que vous allez employer, ne pas sous-estimer la vision initiale qui vous permet de créer ces outils. Là, par exemple, quand Ahmed, je vois que vous nous posez une question, c'est que vous avez lancé un programme Top Talent, vous lancez une réflexion, skills-based organization sur cette population. La première question, je pense, à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est pour savoir où les placer dans, je sais pas si vous êtes dans un groupe, dans d'autres entités du groupe. Donc, c'est booster la mobilité interne à échelle groupe, booster la promotion ou la rétention de ces talents via des programmes de formation dédiés. En bref, c'est de quelles données j'ai besoin pour exécuter ma vision finale et quels outils vont me permettre de faire tout ça. Ça, pour moi, c'est vraiment la question toujours à se poser, c'est quelles données de sortie je vais avoir, quel tableau. Arthur disait les métriques, les KPI, c'est un peu ça. Quel KPI je veux à la fin, par collaborateur, par exemple, ou par population, pour prendre des décisions. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un peu un changement de paradigme. Moi, je le vois avec certaines de nos clients et clientes. En tant que RH, on n'est pas forcément habitué à manipuler de la donnée, de cette manière-là. Parce que souvent, c'est plus les données de paye, les données de BDESE et cetera, donc des éléments un peu plus tangibles. Là, on se base sur de la donnée pour prendre des décisions. Donc ouais, c'est pas simple comme exercice, mais c'est tout à fait, atteignable, j'ai envie de dire et du coup, vraiment le premier point, c'est sous-estimez pas le socle, donc votre objectif, votre vision, les données que vous voulez sortir et de créer les bons outils qui vous permettront de sortir ces données-là. Voilà, je sais pas si c'est, Mmh. heu, si c'est assez clair. Je te passe la main Arthur pour les 2 autres. Et bah, Ouais. effectivement, donc aller au-delà de la cartographie comme on l'a dit, donc les compétences, c'est une chose,
Et c'est essentiel. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas la logique manichéenne, genre on oublie ce qu'on a fait avant pour partir sur quelque chose. Enfin, genre pour moi, il y a tout c'est un prolongement. On part de ce qu'on fait, de ce qu'on sait bien faire, sur lequel on a un historique et une expertise réelle, pour ensuite venir la nourrir avec une vision, avec les nouveaux outils et puis la réalité du moment aussi, hein, de ce qui nous entoure. Et puis, bah, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment de partir de sortir de la gé enfin, de passer du top down au bottom up. C'est-à-dire, bah, toi collaborateur, qu'est-ce que tu me proposes comme projet? Et comment est-ce que moi, en tant qu'RH ou manager, je vais aller voir dans l'organisation s'il y a des projets qui peuvent faire écho à la façon dont tu te projettes aussi? Et d'ailleurs Mohamed, puisque je sais pas si vous le j'ai vu que vous travaillez chez Orange, dans une de vos interventions. En tout cas, je sais pas si vous êtes au courant, mais nous, Jobmaker, on est partenaire d'Orange, donc ça pourrait faire partie des outils que vous pourriez utiliser dans votre réflexion. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Et c'est vraiment cette idée de se dire, bah, chez Orange, ils vont vraiment aller chercher chez les collaborateurs. Chez Orange, il y a plein de métiers différents, il y a plein d'entités, enfin, vous pouvez comprenez la complexité de cette boîte. Et en fait, ils ont vraiment cette idée ils ont cette conscience qu'il y a des collaborateurs qui sont dans des missions qui n'ont plus d'avenir chez Orange et donc il va falloir remobiliser sur d'autres missions. Donc comment arriver à les faire basculer d'une entité à une autre, par exemple, ou d'un métier à un autre? Bah, ils se sont pas dit: «On va dire à un tel, toi tu feras ça demain». Non, ils ont cette réalité, cette compréhension que pour pouvoir les engager vers des missions qui vont leur permettre de s'épanouir, il faut les interroger sur, leur projet professionnel. Et c'est pas simplement dire: «Qu'est-ce que tu veux faire demain?» C'est déjà les aider à prendre du recul sur leur trajectoire, identifier les missions dans lesquelles ils ont eu de l'impact, dans lesquelles ils sont épanouis, dans lesquelles ils ont été bons, pour ensuite, bah, commencer à préparer leur prochaine étape. Et ça, pour le coup, on voit bien que quand on interroge et quand on prend le temps de s'intéresser à ce qu'ils vraiment veulent faire leurs collaborateurs, ils vont aussi vous surprendre dans des compétences que vous n'avez pas imaginées, qu'ils ont peut-être mobilisées dans le cadre d'associations, dans le cadre de métiers de missions antérieures dans d'autres organisations, par exemple. Et donc vous ainsi faire des ponts avec des compétences, enfin des métiers de l'organisation. Mais laissez-leur la place pour s'exprimer et je suis sûr qu'il y a des choses, enfin vous allez être surpris par la richesse qu'ils ont à vous partager et finalement des ponts que vous allez pouvoir repérer, que vous n'auriez pas imaginé si vous n'avez pas pris le temps de les questionner là-dessus. Donc en tout cas, je pense qu'on arrive, ouais, on avait dit 45, donc on est un peu Mmh. mordu. Merci beaucoup pour, alors s'il y a peut-être d'autres questions, je sais pas si, je pense qu'on a répondu au fur et à mesure aux questions qu'il y avait. Moi, je préfère faire comme ça. Je Mmh. trouve ça plus dynamique, ça vous permet de vous engager davantage dans le webinaire. S'il y a d'autres questions, bah, voilà, je comprends et puis on sera ravis. Moi, je peux mordre un peu, hein, je sais pas si tu as une échéance derrière, Raphaël, mais, Non, moi, j'ai encore 5 bonnes minutes et il y a effectivement Ingrid qui posait une question, qui je pense peut peut-être intéresser ah oui, le reste des participants et participantes. C'est qu'effectivement, enfin moi, je suis assez aligné avec ce que vous dites Ingrid, hem, au niveau de se détacher, en fait, complètement d'une fiche de fonction. En fait, ça c'est vrai que enfin, ça peut être brutal, c'est ce que je disais là à la fin, surtout auprès des collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui peuvent être perdus à travailler sur de l'appétence, sur, des compétences comportementales et cetera, sur des compétences transverses. Ils ont besoin de retrouver aussi leur évaluation, un peu classique, un peu plus scolaire je suis, je sais pas, spécialiste en installation de panneaux électriques dans l'industrie. Il y a quand même quelques compétences techniques qui doivent être évaluées. mmh, En fait, les 2 éléments sont complètement complémentaires. L'idée, c'est de pas le figer. En fait, tout se joue pas que sur le référentiel. Il y a le référentiel, c'est vrai que c'est intéressant de laisser aux collaborateurs le fait de déclarer de la compétence un peu connexe, de mettre en avant des expertises, passées ou en cours d'acquisition et cetera. Après, c'est plus dans les outils et dans les outils, encore une fois, je parle pas d'outils informatiques, hein, je parle vraiment des outils type entretien, type, points managériaux, type feedback et cetera. C'est tous ces outils-là qui vont permettre aussi de nourrir cette démarche parce que c'est des points de captation de données qui vont vous permettre à vous, niveau RH, de soit proposer des entretiens de carrière plus poussés avec plus d'informations pour nourrir l'échange avec le collaborateur, soit déléguer cette responsabilité au manager et lui donner des nouveaux outils. Typiquement, le point qu'Arthur, donne, je suis invité à mon entretien de carrière par mon N+1 ou mon N+2 et il me dit: «Bon, on est d'accord, c'est un truc obligatoire, donc on le fait un peu au-dessus de la jambe». Bof,
en fait. Mmh mh. Mais potentiellement que c'est parce que la trame ne parlait ni enfin ne parlait pas au manager, que la démarche, elle a été floue, elle n'a pas été «vendue» entre guillemets en interne. Parce qu'effectivement, comme on le disait en intro, c'est un projet de transfo. Comme toute transfo, si on veut capter de la donnée, il faut donner aux personnes la finalité. Et les managers, ils sont vraiment pas à négliger. Nous, c'est un point sur lequel chez Zola, on est un peu, comment dire? On est un peu costaud là-dessus, mais on met les managers dans les projets. On leur fait des webinars dédiés pour leur expliquer le fond de démarche, et cetera, comment fonctionne l'outil, à quoi ça sert, quelle est la finalité, quelles données eux aussi retrouvent, comment ils s'en servent dans leur travail, parce que c'est hyper, hyper important, quoi. C'est hyper important de d'embarquer tout ce beau monde là-dedans et effectivement, ça se fait pas que dans le référentiel de compétences et c'est ça qui est chouette aussi parce que si c'était que dans le référentiel de compétences, ce serait un peu une galère, de faire évoluer ça tous les 4 matins et cetera. Donc le référentiel est l'un des outils qui permet, heu, qui permet cette dimension. Je pense que l'outil majeur et Arthur, j'imagine que tu seras aligné, c'est les interactions qu'on va avoir avec le collaborateur et la place qu'on laisse aussi au collaborateur dans des Mmh. propositions et cetera. Complètement. Il y avait aussi une, réflexion de Solène qui était plutôt adressée, je pense. Ouais. Heu, heu, Je je te pense que laisse dans un post sujet. commenter, je Ouais, pense pas non, mais ouais, carrément. Bah, ça, oui, en effet, Solène, si vous êtes dans le monde de l'expertise comptable, là, à partir de l'an prochain, les métiers, ils vont être un petit peu bouleversés. Donc ça va impacter plusieurs choses. Ça va impacter le quotidien. Donc, quelle est la performance au final d'un comptable, un collaborateur comptable ou d'une collaboratrice comptable demain? Là où avant le challenge était sur la saisie, aujourd'hui ça va être plutôt sur le conseil, sur l'analyse, sur tous ces éléments-là, sur évidemment la technicité comptable. Donc globalement, enfin moi la lecture que j'en ai, c'est qu'on a un peu supprimé le poste de junior collaborateur comptable et on en demande un peu plus à tous les collaborateurs comptables. On leur demande de devenir des conseillers, on leur demande d'avoir une approche plus commerciale, plus facing client au final. Et ça, en effet, nous, le parti pris qu'on a pris, c'est dans la majorité des environnements clients qu'on a accompagnés dans ce métier-là, pendant votre métier, ça a été de se dire, OK, on met un peu de compétences métiers, donc savoir faire sa TVA, savoir faire ses GAS, machin. Ça, on le laisse. Mais par contre, on met une part beaucoup plus importante des compétences comportementales pour initier la transformation. Parce qu'en fait, le monde de l'expertise comptable est un monde assez rigide parce que c'est des personnes qui jouent dans des règles qui sont contraintes, qui sont les règles de comptabilité. Donc les profils attendent aussi des éléments clairs de ce qu'on attend d'eux. Et le référentiel, pour le coup, est un super outil pour faire ça. Donc ça, pour le coup, je peux que être aligné avec vous, de dire, on n'a pas une fiche de poste figée, on a un socle de compétences métiers qu'on attend, mais après, il y a une ouverture sur, différents chemins. Parce qu'on va avoir des collaborateurs comptables qui vont être très à l'aise avec le fait de parler avec le client, d'autres qui vont être très à l'aise avec le fait de produire. Après, ça dépend de la direction que prend votre cabinet, heu, mais ça, ouais, c'est je pense que vous prenez la bonne direction de faire des fiches plus ouvertes, plus libres et pas uniquement centrées sur le technique. Donc il faut du c'est technique pour les rassurer, mais pas que ça, quoi. je pense que Mohamed, en plus, corrobore ton propos, Mmh. heu, si je Ouais. donc c'est très bien. On arrive au terme de notre webinaire. Heu, du coup, moi, c'est le début de mes vacances, donc je suis content. Heu, non, bon, c'est après-demain, mais c'était ma dernière grosse échéance. Donc non, merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez nombreux et nombreuses et on est très heureux de vous avoir partagé nos visions respectives. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir davantage, hein. Solène, met nos profils LinkedIn là dans le chat, donc vous pouvez nous contacter avec plaisir. On répondra à vos questions si vous voulez prolonger l'échange. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. Raphaël, profite bien aussi de Ouais, tes merci. vacances. Je Et précise. puis, à bientôt. À bientôt, j'espère en tout cas et Ouais. bonne continuation à vous. Merci à tous. Merci, merci et passez de bonnes vacances. Merci Arthur et Ouais, Solène pour merci. l'orga de ce webinaire
À et bientôt. à très vite. À très vite.